Salut à tous, c'est Karine pour Passion Patrimoine. Aujourd'hui, j'accueille un CGP, il s'appelle Adrien Fiat. Il est gérant d'une société qu'il a rachetée, Valorea, et c'est une société qui se situe dans le 94 Val-de-Marne. Je connais bien parce que j'y habite. Bonjour Adrien. Bonjour Karine. Bon, on va pas se mentir, on se connaît. On se connaît, effectivement. Alors toi, tu as un profil atypique, c'est ça qui m'intéressait justement. C'est que tu n'as pas fait un parcours vraiment lambda de comment je deviens CGP. Avant, tu étais, et c'est pour ça qu'on se connaît, tu étais agent immobilier. Oui, agent immobilier rescapé, parce que j'ai commencé effectivement ma carrière professionnelle très erratiquement. J'ai commencé par rater 2 fois mon bac et aller bosser. Ah voilà. Ouais, le cancre quoi. Le cancre absolu, le calvaire des parents. Donc raté 2 fois mon bac, je suis parti travailler, j'ai fait plein de petits boulots à droite à gauche, je suis parti un petit peu à l'étranger. Et puis en revenant, j'ai rencontré mon épouse et du coup je suis jamais reparti à l'étranger. Voilà, donc 17 ans plus tard, je suis toujours là, marié, 2 enfants. Voilà. Et tu as changé de vie. Et j'ai changé de vie parce qu'elle m'a dit, bon, à un moment donné, t'es gentil avec tes vêtements et tes skis, mais c'est pas comme ça que tu vas me payer une maison à Saint-Maur. Même en tant qu'agent immobilier ? Et c'est là qu'elle m'a dit, maintenant il va falloir que tu te sortes les doigts, comme on dit, et que tu trouves un boulot. Je m'appelle Fiat, donc le choix s'est porté vers l'immobilier plutôt que les voitures. Ouais. Donc j'ai atterri dans l'immobilier un peu par hasard, j'ai été formé par des anciens de la profession, et puis j'ai fait le métier pendant un petit peu plus de 6 ans. Et évidemment, avec le rêve d'ouvrir une agence immobilière un jour, donc j'ai passé mon BTS d'agent immobilier que j'ai eu haut la main parce qu'en fait c'était vraiment très facile. Mm-hmm. Et puis, moi j'ai commencé l'immobilier en 2008, donc juste à la veille des subprimes. J'ai exercé donc pendant 6 ans et c'était le grand essor de Stéphane Plaza, donc c'était bien d'être agent immobilier, c'était un métier qui était vraiment reluisant. Mais en fait, l'envers du décor n'est pas aussi brillant et quand on se rend compte que je rencontrais des clients dans la rue qui ne me disaient même pas bonjour alors qu'ils avaient fait des affaires formidables, qu'on avait une reconnaissance qui était très faible parce qu'il y avait cette image toujours de ah oui, mais lui il a pris tant de commissions pour faire une seule visite, tu te rends compte, etc. Donc c'était vraiment une image c'était une image à double visage et j'aimais plus le métier, j'en avais marre des clients qui me disaient oui mais non, c'est exactement ce qu'on veut, mais c'est trop tôt, mais si, mais ça. Il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai toujours été un très mauvais vendeur et plutôt un bon conseiller. Et un petit peu naturellement, je me suis orienté vers l'immobilier neuf pour pouvoir toucher un petit peu l'immobilier défiscalisant. Et sortant de l'immobilier neuf, j'ai rencontré par hasard l'ancien gérant de Valorea par hasard, oui, je l'ai rencontré parce que ma femme avait rendez-vous avec lui pour son activité professionnelle. Et je l'ai rencontré au cours du 2e rendez-vous. Et puis c'était vraiment un coup de foudre professionnel. Et au fil des questions, le rendez-vous de mon épouse s'est transformé en entretien d'embauche pour moi. Voilà, donc j'ai intégré le cabinet en 2013. À quel âge ? Alors, en 2013, 28 ans. Ouais. Voilà. 2013, 2 ans plus tard, naissance du premier enfant. Et puis le gérant qui me dit, bon, maintenant, je compte sur toi pour reprendre la boîte. Mais évidemment, avec un seul BTS en poche, c'était un peu compliqué. Donc, je suis retourné à la fac à 30 ans. Et j'ai commencé un Master 2 à 30 ans en même temps que la naissance de mon grand et en même temps que le boulot. Donc effectivement, c'était une grosse année. Alors Master 2, c'est pour avoir aussi de la technique, j'imagine. Alors Master 2 pour effectivement compléter les connaissances terrain que j'avais pu acquérir au sein du cabinet. Améliorer... Donc tu as été physiquement, tu l'as pas fait via une plateforme comme Juris Campus. Alors j'ai eu de la chance ou de la malchance, je sais pas, je l'ai fait à la fac de Créteil, donc c'était vraiment juste à côté. Ok. On avait du présentiel évidemment, c'était un gros rythme de travail. C'est là que j'ai compris que faire des études c'était quand même important. Se mettre à faire des études et apprendre à 30 ans, c'est très compliqué. Ouais, c'est très oui, parce qu'il y a un peu, il y a l'orgueil aussi qui est touché, se dire je repars à zéro. Parce qu'en plus, tu aurais pu choisir d'autres solutions de formation. Non, toi, tu as voulu vraiment passer par le master, qui est vraiment la solution la plus établie, en fait. Tout à fait. Et j'ai eu le choix entre Clermont et Créteil, un petit peu égoïstement, même si le cursus de Clermont est mieux noté. J'ai pris Créteil parce que simplement c'était juste à côté, ça évitait les allers-retours, ça me permettait de gérer et le travail et la naissance du petit, etc. Donc j'ai fait le choix de Créteil, qui est un petit peu moins prestigieux, mais qui au final était très bien. Ça m'a permis d'acquérir énormément de connaissances en termes de droit de la famille, en droit des sociétés, tout ce qui est droit en fait. Donc, l'aspect juridique. J'ai appris sur le terrain beaucoup concernant l'assurance, mais le droit pur, sans passer par le master, c'est quasi impossible. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Donc j'imagine toute CIF, AMF, tout ça t'as passé aussi.
Toute la ribambelle de Toute tout la ce qu'il ribambelle. faut, voilà. Le master permet d'avoir la CJA, ce qui n'est pas négligeable. C'est quoi la CJA? Donc, Rappelle-nous c'est la différence. la compétence juridique appropriée qui permet de faire tous les montages juridiques pour les clients, la création de sociétés, les opérations de LBO, BO, etc. Donc, Et ça, tu peux pas l'avoir par un autre biais que le master? pas à ma connaissance, peut-être, Ok. à vérifier. Donc tu passes ce fameux master, tu termines en quelle année? Je l'ai terminé, donc c'était en une année, parce que j'ai intégré le Master 2 directement. Une année, à la sortie du mémoire, donc c'était 1 an et demi en fait pour avoir le diplôme. Ouais. Et à la sortie du diplôme, on a signé les papiers de cession du cabinet, donc acquisition fin 2017 du cabinet. Alors pour tous les gens qui seraient comme toi là en deuxième vie, parce que c'est un peu ça, en reconversion en tout cas, comment on vit cette année de master? Bon, tu le disais, tu étais quand même relativement jeune à 30 ans, mais j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent comment ça se passe une année comme ça quand on remet les mains un peu dans les études? Alors le gros avantage de ce master, c'est qu'il se fait ce qu'ils appellent formation, c'est pas à distance, c'est formation continue. C'est un master qui est ouvert donc pour les adultes. Il existe en alternance et en formation continue. Formation continue permet de continuer son boulot tout en faisant le master. Donc j'avais à côté de moi sur les bancs de la fac des notaires, des avocats, des comptables. Donc qui tous avaient déjà un métier, qui soit cherchaient à perfectionner et diversifier leurs activités, soit à changer de métier carrément. Il y a beaucoup de banquiers aussi, banquiers privés. Donc c'est très intéressant parce que c'est vraiment ouvert aux adultes. Ouais, c'est très hétéroclite, tu rencontres plein de gens, il n'y a pas le stress de dire que tu vas tomber que sur des enfants, en tout cas des très jeunes. Et Exactement. D'un point de vue de l'orgueil personnel, tu t'es pas trop senti non, pas du tout. En porte-à-faux. Pas dans la classe, effectivement, pas dans la promo. Après, c'est vrai que dans la fac de Créteil, on croisait que des jeunes. On mangeait au Crous avec des gamins qui avaient 17-18 ans, donc c'est toujours un petit peu bizarre. Mais en fait, c'est pas le seul cursus qui est ouvert à cette possibilité. Donc ça permettait de croiser du monde aussi. Et puis, mine de rien, il y avait aussi les profs qui devenaient quelque part pas des partenaires commerciaux par la suite, mais il y a des choses qui se sont développées avec certains enseignants, donc ça c'est intéressant. Ouais. Ok. Donc tu as ton master et tu signes à la fin, quand tu as ton diplôme, cette fameuse... Donc tu as racheté J'ai racheté la société. La société. Alors pas tout seul. Pas tout seul, Pas tout seul, parce que l'engagement financier est un petit peu important. Donc on est 3 associés. On a une idée de l'engagement, on peut le dire? Allez. Sur un engagement un peu important. Attends, important pour toi, c'est peut-être pas important pour moi. On a racheté le cabinet quasiment 800 000 euros. Ok, voilà. Important. Et on l'a fait à 3. D'accord. On était les 3 collaborateurs du cabinet, donc un qui est dans le sud, parce qu'on a une antenne dans le sud, à côté de Nice, et notre assistante, qu'on voulait absolument pas perdre, parce qu'elle est vraiment indispensable pour nous. Donc on a associé, et en fait... À part égale? Pas à part égale. Moi, j'ai pris une quasi-majorité par le fait que j'ai toutes les compétences juridiques et le risque juridique aussi, parce que si demain, s'il y a un montage qui est mal fait, ce sera de ma faute. Voilà. Donc toute la responsabilité étant portée par ma petite personne, j'ai pris un petit peu plus de part, et les autres se sont répartis quasiment à part égale. Ouais. Ok. Donc tu conseilles de faire ça à plusieurs? Aujourd'hui, t'en vois plus un inconvénient ou un intérêt? Alors, il y a un vrai intérêt. Surtout, en fait, on s'est réparti les tâches un peu naturellement, c'est-à-dire que mon collègue qui est dans le sud, lui, est principalement immobilier. Moi, j'ai pris toute la partie gestion de patrimoine pur et un petit peu d'immobilier en Île-de-France, et l'assistante qui fait tout le back-office. C'est bizarre parce que tu as plus un profil, un background immobilier. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? T'es tombé dans la soupe des fonds? C'est ça. Alors, il y a toute la partie financière. Alors, notre vendeur, Arnaud Bigard, lui, il a conservé une partie de la gestion des encours de la société, sur tout ce qui est produits structure, etc. Ensuite, on a délégué la gestion, on a monté un OPCVM, on a délégué la gestion à une société de gestion, parce que c'est vraiment très chronophage. Et en fait, chacun fait ce qu'il a à faire. L'intérêt de le faire à plusieurs, c'est qu'effectivement, on ne peut pas tout faire bien. Moi, je préfère faire ce que je sais faire correctement plutôt que de toucher à tout n'importe comment. Mon collègue ne fait quasiment que de l'immobilier et il ne touche pas au reste parce qu'il ne sait pas le faire. Donc, il fait ce qu'il fait, il fait ce qu'il sait faire, il le fait très bien. Et ça nous permet d'apporter une qualité de service aux clients. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir plusieurs capacités, en tout cas plusieurs profils, et de vous répartir un petit peu selon les profils des tâches, quoi. Exactement. Alors, ça répartit le risque financier aussi, pas négligeable. Voilà. Et chacun fait ce qu'il sait faire le mieux. Et du coup, c'est mieux pour les clients. Donc, moi, tu te souviens de ton premier client ? En gestion de patrimoine ? Ouais. Alors, je suis arrivé... Est-ce que c'est
Un copain? Est-ce que c'est ton cousin, ton père? Est-ce que c'est quelqu'un qui a voulu te rendre service ou est-ce que c'est un vrai client? Je vais pouvoir le dire parce qu'il y a prescription. C'est un client que j'avais pris sur une autre boîte dans laquelle j'avais bossé. Et en fait, je suis arrivé, j'étais pas satisfait, je bossais pour une boîte qui faisait que de la défisque. Vous savez, les enquiquineurs qui t'appellent à toute heure du jour ou de la nuit pour te proposer des placements parce que tu payes plus de 3 000 € d'impôts. Voilà, j'ai fait ça pendant 1 mois et demi, je rentrais chez moi, j'arrivais plus à dormir, j'avais la boule au ventre. Et en fait, j'avais ce client où on me disait « fais-lui ça », et pour moi, ça collait pas. On avait un vrai souci de target et je savais au fond de moi qu'il fallait pas faire ça pour ce client-là. Et en fait, quand je suis arrivé au cabinet, j'ai ressorti le dossier, je dis voilà, j'ai ce client qui a ce problème-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et effectivement, on a mis en place une toute autre solution que ce qui était prévu au départ. Le client était ravi. Mais donc, c'est un client que j'ai subtilisé à un autre cabinet. Voilà. D'accord. Mais donc, non, c'était un vrai client. Alors, justement, là, on parle à tous les CGP qui nous écoutent, mais aussi aux particuliers, aux entreprises, hein, puisque Passion Patrimoine, c'est aussi quelque chose qui peut donner des idées ou des envies, ou en tout cas faire connaître la personne avec qui on va collaborer plus tard et se dire, tiens, lui, j'aimerais le connaître. Je me demande justement, comment est-ce que quand on passe comme ça d'une vie à une autre, on le fait aussi par conviction, ou aussi parce que c'est un choix. J'entends beaucoup de CGP ou CGPI qui disent que c'est un vrai choix, parce que c'est être flexible, c'est pouvoir se dire, tiens, cette semaine, mercredi, je travaille pas. Tu avais déjà aussi, toi, cette optique-là, ou c'était vraiment plutôt un choix professionnel, un besoin de découvrir quelque chose d'autre? Alors, ouais, ça s'est imposé en fait naturellement. Bon, moi j'ai, comme vous avez compris, pas fait d'études. Je savais pas ce que je voulais faire quand j'étais gamin. Et gamin, ça a duré très longtemps. Mais si, un BTS quand même, c'est des études. Ouais, BTS, mais c'était parce que je rêvais d'ouvrir mon agence immobilière un peu innocemment. Mais ça aurait pu être un projet effectivement, mais en fait, j'aimais pas vendre. J'aimais pas mettre les clients dans une situation d'entonnoir avec le traitement des objections, etc. Je voulais vraiment pouvoir dire aux clients, avoir la liberté de dire aux clients, voilà, vous, ce que vous devez faire, c'est ça. Vous voulez pas, tant pis pour vous. Vous voulez, tant mieux, et on y va. Mais pas de technique commerciale, en fait. Et ça s'est imposé assez naturellement parce que la philosophie du cabinet était vraiment l'accompagnement du client. Jamais dans la vente, jamais dans l'oppression, jamais dans le forcing. Et j'avais vraiment envie de ça. Donc ça s'est imposé naturellement. J'étais indépendant, moi, depuis que j'avais commencé l'immobilier, en fait. Depuis 2008, j'étais plus salarié. Donc tu avais quand même un mode de vie. T'étais pas devant un PC toute la journée de 8h à 18h. Quand on est agent immobilier, on connaît bien le rythme. Alors tu peux bosser 8h22, mais tu peux aussi ne pas bosser 2 jours. Exactement. Donc est-ce que tu trouves qu'il y a une similitude entre ces deux métiers malgré tout en termes de flexibilité, de liberté? Oui. Pour ceux qui auraient envie de se lancer, là, tu dirais franchement, faites-le si vous êtes comme ça, mais ne le faites pas si vous êtes comme ça. Qu'est-ce que tu dirais? Alors on a effectivement cette liberté, mais c'est une fausse liberté à partir du moment où on est un petit peu de conscience et de tu conscience fais de la mine, professionnelle et qu'on est chef d'entreprise. En fait, on peut prendre des vacances quand on veut, mais on ne veut pas prendre de vacances parce qu'il faut que ça tourne, il faut que les clients rentrent, il faut que l'argent rentre. Quand il y a des crédits en face, encore plus, mais on est aspiré en fait dans ce système. Et on aimerait prendre plus de vacances. Alors c'est vrai que quand mais tu dis ça parce que tu es au début de ta société aussi. Ça fait combien de temps que tu as acheté là? 2017, donc ça fait bientôt 5 ans, 6 ans. Ouais. D'accord. Tu as commencé à être rentable au bout de combien de temps? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite, on a racheté la société avec un portefeuille qui tournait. Ah, d'accord. Donc on avait une belle capacité d'autofinancement, on a fait un système de crédit vendeur, etc. Le vendeur travaille toujours avec nous, hein. Il a pris sa retraite, mais donc il a plus de 70 ans maintenant. Et il continue à bosser. Moi, je dis toujours qu'il est comme Molière, il mourra en scène. Je pense qu'un jour, on le retrouvera tout sec à son bureau, mais c'est pas grave. il fait partie de la génération de ceux qui sont incapables de s'arrêter de travailler, ouais. Par amour des clients, par amour du travail. Et donc, c'est toujours avec un grand plaisir qu'on le reçoit au bureau. Il passe moins de temps au bureau, il passe plus de temps dans sa résidence secondaire, qui est devenue sa résidence principale. Mais on a toujours grand plaisir à le recevoir. Mais il m'a aussi transmis cette notion d'amour du travail, d'amour du client, de respect du client. C'est le problème du chef d'entreprise, c'est qu'on est un petit peu corvéable à merci. Moi, mon téléphone, il est ouvert 365 jours par an. Les clients peuvent m'appeler à tout moment. Je réponds toujours. Je mets vraiment un point d'honneur à toujours répondre aux clients.
même si ce n'est pas une réponse qui est satisfaisante tout de suite, c'est d'apporter une réponse. Et le fait de dire je ne sais pas ou pas tout de suite, les clients sont capables de l'entendre. Les gens entendent très bien, je vous réponds, je suis sur la plage, je suis en vacances avec mes enfants, mais je vous réponds. Et les gens se sentent presque à ce moment-là gênés d'avoir appelé en fait. Et ils comprennent tout à fait. Mais par contre, la disponibilité pour les clients est pour moi un critère très important. Donc, d'autant que là, en fait, on n'est pas dans un cas de figure où tu crées ton cabinet et tu pars de zéro et les clients ne connaissent que toi. Ou limite, ils te comparent avec une mésaventure qu'ils auraient eue avant. Là, tu as récupéré donc, un portefeuille de clients qui étaient déjà contents puisqu'ils étaient toujours chez Valorea. Et en plus, donc, il faut qu'ils te connaissent, qu'ils apprennent à te faire confiance. Qu'est-ce qui a été le plus dur les premiers temps pour toi ? C'est une très bonne question. Le fait que j'ai eu l'air d'avoir 18 ans jusqu'à mes 30 ans. Ouais, tu fais très jeune. Voilà. Ça, c'était un vrai problème, je pense. Enfin, un vrai problème. C'est pas un problème d'être pour crédible, tout le monde. C'est ça. Exactement, la crédibilité, le fait de passer d'un bonhomme qui a beaucoup d'expérience, qui fait son âge, parce qu'il avait entre 65 et 70 ans. Il y a toujours ce côté un petit peu paternaliste, le côté nounours, qui rassure les clients, que moi, j'avais pas du tout. Alors, comment t'as pallié à ça, du coup ? Disponibilité. Ouais. Sérieux, professionnalisme est toujours hyper carré, jamais décevoir. On déçoit forcément, non ? On essaye de ne pas décevoir. On a forcément des échecs, mais c'est relativement rare. Et surtout, là où on va faire vraiment la différence, c'est de quelle manière on va se battre pour rattraper ces échecs. Déjà les admettre, dire je me suis trompé, faire amende honorable, ça les clients savent l'entendre aussi, et accompagner le client dans la récupération, quitte à ce que effectivement le dossier ne soit plus rentable pour le cabinet, mais l'important c'est vraiment la satisfaction client. Alors il y a toujours des clients qui abusent, mais dans l'ensemble les gens sont assez honnêtes, et voilà, c'est l'accompagnement du client, le sérieux, pas avoir réponse à tout, mais toujours chercher une réponse en tout cas, et essayer de satisfaire le client au maximum. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à faire son chemin. Alors là, moi, il me vient 2 idées, parce que je me dis, je me mets à ta place, je reprends un cabinet, quelque chose qui existe déjà, avec un parc de clients qui existe déjà. Me connaissant, j'aurais envie, j'imagine, alors on va y venir, hein, tu as dû forcément un peu faire évoluer, ou en tout cas faire bouger l'offre, et aussi aller vers des clients, des fonds pour lesquels toi, ou en tout cas des choses à proposer pour lesquelles tu avais le plus d'appétence, première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que tu n'as pas eu envie un peu de tout bouger, tout refaire, tout révolutionner, que ce soit administrativement ou même ensuite, ne serait-ce qu'un document à faire évoluer, le rendez-vous découverte, est-ce que tu n'as pas fait un questionnaire type qui changeait de celui que tu avais ? Enfin, on n'a pas envie comme ça un peu de tout faire, faire soi. On a envie de tout révolutionner, ouais. Mais on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas changer. Et puis il y a plein de choses qui marchent aussi, non ? Il y a plein de choses qui fonctionnent, effectivement. Alors, il y a plein de choses qui fonctionnent quand on a 65 ans et qu'on fume le cigare et qu'on prend les clients avec un air paternaliste, qui ne fonctionne pas forcément quand on a 30 ans, très dynamique. Voilà. Même avec le cigare. Jamais avec le cigare. Typiquement, voilà, Arnaud fumait avec les clients. Il fume toujours au bureau, d'ailleurs, c'est une catastrophe. Mais ce qu'évidemment on ne fait pas, on a effectivement cette envie de rajeunir la clientèle, pour plein de raisons. La première, c'est qu'effectivement, je suis plus jeune et qu'il y a toujours cette affinité qui est plus facile. Oui, plus naturelle. Même si le côté petit-fils idéal plaît beaucoup. Ouais, j'imagine. J'ai toujours un grand succès avec les personnes assez âgées, ce qui est vraiment, vraiment sympa. Mais on a envie de rajeunir la clientèle, effectivement, pour pérenniser le cabinet, premièrement, parce que les clients plus âgés, forcément, ont une espérance de vie statistiquement qui est moindre. Alors, erreur ou bonne idée ? De rajeunir la clientèle ? Bonne idée, mais compliquée. Compliquée en Ile-de-France, parce qu'on a des profils qui sont généralement très endettés, parce que les résidences principales en Ile-de-France coûtent très cher. On a souvent un biais immobilier un biais immobilier où les gens sont pluri-endettés. Donc aller chercher derrière de l'épargne, quelle qu'elle soit, que ce soit en assurance vie, en PER ou en produits complémentaires, c'est très compliqué. Donc le client jeune, le jeune cadre dynamique, c'est effectivement le client idéal, mais... Il ne va pas passer par un CGP, il va aller sur ces sites acheter des cryptos. Alors il y a effectivement ce travers-là. Maintenant, il y en a plein qui comprennent, alors notamment par recommandation, mais il y en a plein qui comprennent que se faire accompagner, ça ne coûte pas forcément plus cher, voire ça coûte moins cher, et c'est surtout moins d'emmerde. Donc, il y en a plein qui le font.
Je pense que ça a toujours été, hein, les gens qui pensent pouvoir tout faire tout seul, ne pas s'entourer, voilà, se débrouiller, c'est très français, hein, on est les seuls au monde à monter des meubles Ikea sans regarder les notices. Donc voilà, ça s'applique à tout. Il y en a plein qui viennent me voir en disant « Ah, bah, j'ai fait ça, mais du coup, je ne sais pas comment faire maintenant pour mes impôts, je ne sais pas si j'ai bien fait, etc. » Bon, il y en a qui viennent te voir après coup comme un comptable. Toujours, exactement, qui viennent me dire... Pas forcément avec un projet d'investissement, en fait. Ah non, ils viennent avec le projet déjà fait. Ouais. Ils viennent me voir, bonjour, j'ai déjà signé un truc, qu'est-ce que je dois faire ? Bah, en fait, il fallait venir me voir avant. Voilà, ça aurait été mieux, mais c'est pas grave, on va essayer de vous accompagner au mieux. C'est des rendez-vous qui sont très compliqués alors soit à facturer, soit à gérer, parce que... Alors justement, tu factures quoi ? Tu factures à l'heure, enfin en tout cas au forfait Est-ce que tu as évolué justement dans ta facturation ? Ouais, je facture moins que ce que faisait le vendeur. Pour la simple et bonne raison que typiquement un client qui vient me voir pour me dire bah voilà, j'ai acheté un appartement, je le loue en meublé, qu'est-ce que je dois faire ? C'est un rendez-vous qui va me prendre, comme tout est bordé, on connaît tout par cœur, c'est un rendez-vous qui va me prendre une demi-heure, 3/4 d'heure. Ouais, c'est du conseil quoi. C'est du conseil que finalement je facture très rarement. Premièrement parce que j'espère apporter de la satisfaction au client et qu'il puisse revenir me voir un jour pour autre chose. On peut l'accompagner éventuellement sur du produit complémentaire type assurance de crédit, assurance propriétaire non occupant, etc. On essaye évidemment toujours de faire un petit contrat d'assurance vie pour les enfants, ça ne mange pas de pain, mais ce n'est pas forcément le profil. Mais ce que je leur dis, c'est écoutez, moi je veux bien vous donner toutes les infos, mais par contre il faut m'envoyer du monde, quoi. Et on se rend compte assez naturellement que... Alors les gens le font, étonnamment les gens le font pas mal. Il y en a plein qui sont réticents, mais avec un petit coup de fil par-ci par-là, ils sont assez ouverts. Donc les gens le font, ils sont très fiers de dire « Ah bah tiens, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a bien rendu service, va le voir de ma part ». Il est bien ce petit jeune. Voilà, le viens le voir de ma part, souvent ça fait plaisir aux gens de dire ça. Et puis si c'est pas le deuxième, c'est finalement le troisième qui va faire. Je considère qu'on est sur des métiers, alors tout ce qui est autour de l'immobilier, du financier, on est globalement très bien rémunéré par les organismes promoteurs. Si c'est un client sur 3 qui nous rapporte de l'argent, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, moi j'ai pris le parti de ne pas forcément facturer ces rendez-vous-là pour en faire des apporteurs d'affaires et puis éventuellement les revoir dans 3, 4, 5 ans pour autre chose. C'est pas grave. Qu'est-ce qui est, on est client là et est-ce que tu as un billet, un ticket d'entrée pour que ça soit intéressant ou à combien tu y vas, à combien tu te dis que c'est pas la peine ? C'est une très bonne question. Est-ce que plus notre société de gestion a pris de la bouteille et de l'âge, et moins on prend des clients en dessous de 200, 300 000, ou est-ce que tu penses que c'est pas une bonne tactique ? Pour moi, il y a plein de clients qui n'ont pas d'argent, mais qui ont un potentiel d'argent. Donc, c'est-à-dire prendre un jeune aujourd'hui qui a 27 ans, qui sort de l'école, qui a un bon poste dans une grande banque... Tu sais que ça sera un client intéressant sur du long terme. Exactement, ça va être un client, on va mettre des choses en place effectivement sur le long terme, et n'ayant que 37 ans, il me reste un petit peu moins de 30 ans à tirer. Si j'ai un objectif long terme au niveau de la boîte et que je pérennise le client, on peut faire des choses, que ce soit pour lui, pour ses enfants, et éventuellement ses petits-enfants quand je serai plus vieux, si j'y arrive un jour. Mais, voilà, donc l'idée, c'est vraiment de voir sur du long terme. Ce que je dis souvent aux clients, c'est que par rapport à un banquier ou par rapport à un cabinet, ou par rapport à un gros cabinet où il va y avoir des agents co, des salariés, moi, je suis gérant, associé, sur les 30 prochaines années, ils auront mon numéro de portable et ce sera mon interlocuteur. Donc, il y a cette pérennité pour eux qui est assez rassurante. C'est stratégique. Exactement. Exactement. Et je préfère dire, je vais gagner 2 € par mois pendant X temps et puis faire un truc un jour one shot qui va être très bien. Ça prend du temps là-dessus, non, quand même. Ça prend du temps, mais monter une boîte, ça prend du temps. Et puis, l'idée, c'est vraiment de pérenniser les encours. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait au moins autant, si ce n'est beaucoup plus d'encours dans 10, 15, 20 ans. Donc, voilà, les petits rues font les grandes rivières. Tout est bon à prendre. Tu t'as pas fait des erreurs là depuis que tu as repris la boîte ? Tu t'es pas dit ça, j'aurais pas dû le faire, ça m'a pris trop de temps, ça m'a rien ramené ? Si, bien sûr, mais par contre j'ai appris beaucoup. Alors c'est des erreurs qui m'ont pris trop de temps. Comme quoi ? Est-ce que t'en as une en tête là ? Être trop bavard. C'est une erreur ? Parce que la qualité numéro 1 d'un CGP, c'est l'écoute, non ? Alors c'est l'écoute, mais quand on délivre le conseil et qu'on en dit trop avant d'avoir signé la lettre de mission ou qu'on en dit trop avant d'avoir perçu des honoraires, parfois le client part avec les informations sous le bras. Soit il n'en fait rien, soit il s'en débrouille pour faire avec quelqu'un d'autre, généralement avec son comptable. Donc, enfin, il paye quand même ce rendez-vous, malgré tout. Ça dépend de comment a été faite la lettre de mission. Ah,
très important, cette fameuse lettre de mission. En tant que client, on doit absolument l'avoir signée. Tout à fait. Et pourquoi tu la fais pas à chaque fois? Parce que parfois, dans la lettre de mission, on donne trop d'infos, en fait. Tu es obligé de ratifier, de formaliser toutes les informations que tu donnes par oral, par écrit dans cette lettre de mission. Alors oui, tu es obligé de ratifier. Après, certains cabinets font pas des lettres de mission à tiroir, mais ils font des lettres de mission multiples. C'est-à-dire qu'on va faire une première lettre de mission le jour où on se rencontre. Ouais. On va faire une deuxième lettre de mission pour dire qu'on va envisager de faire quelque chose. Et une fois qu'on a bien essoré le client, on peut se permettre de lui donner les préconisations. Parce qu'en fait, il ne reste plus beaucoup d'honoraires à prendre. Donc, mais c'est pas notre créneau. On a très peu de dossiers qui n'ont pas abouti à cause de ça. Mais c'est des dossiers où effectivement, alors j'ai perdu du temps, mais qui m'ont permis d'apprendre. Donc quelque part, l'un dans l'autre, c'est pas très grave, quoi. D'accord. Mais trop parler, ça veut dire quoi? Trop en dire sur les produits, trop en dire sur les perfs, trop en dire sur comment obtenir un résultat. En gros, tu leur apprends un peu ton job, c'est ça? Alors, trop en dire sur une réorganisation patrimoniale, en fait. Sur les produits financiers, il n'y a pas de souci. Généralement, la plupart des clients sont un petit peu perdus parce que c'est vrai que c'est quand même très compliqué. L'AMF est d'ailleurs en train de se pencher là actuellement sur les DC parce qu'il y a clairement un manque de lisibilité. C'est un petit peu, dans le milieu financier, c'est un petit peu comme dans le milieu du droit. Quand on n'est pas du sérail, on n'y comprend rien, en fait. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui un arrêté de cour d'appel, un arrêt de cour d'appel, si on n'est pas avocat, on n'y comprend rien. Et ben dans le financier, quand on regarde des DC de produits structurés, si on n'a pas un minimum de culture financière, on n'y comprend absolument rien. Donc non, c'est pas tellement sur le côté financier, c'est vraiment sur le côté structuration, organisation juridique, vente à soi-même, montage d'une société, etc. Où le client, alors soit il a trop d'informations et ça lui fait peur, soit il a suffisamment d'informations pour les faire avec son comptable qui éventuellement lui a proposé de le faire pour moitié moins cher. Est-ce que ce sera bien fait ou pas? C'est pas à moi d'en juger. Donc le comptable, c'est votre concurrent, quoi. Alors ça devrait être un partenaire et on se retrouve souvent en concurrence avec eux parce qu'ils essayent de faire notre métier. Bon, enfin ils essayent, il y en a qui y arrivent très bien, hein, mais... C'est quoi la différence fondamentale alors? Un comptable, un CGP? J'ai envie de dire qu'au niveau du CGP, on va avoir un métier beaucoup plus transverse entre le comptable, l'avocat fiscaliste, le notaire, l'agent immobilier, le promoteur, etc. Donc on va être vraiment au carrefour de ces métiers-là. Le comptable, pour moi, la plupart des comptables, je ne vais pas faire une généralité, mais va orienter son client par rapport à son métier de comptable, et éventuellement proposer des produits complémentaires, mais c'est toujours de l'organisation liée à de la comptabilité. Ouais, c'est des chiffres, c'est pas du juridique. Exactement. Alors et puis il n'a peut-être pas la même vision, comme tu disais, à long terme. Probablement. Alors, je le vois parce que certains partenaires, camarades de classe avec qui j'ai fait le master, on voyait les billets de chacun en fonction de leur origine et en fonction de leurs objectifs. Et on a toujours un feed WhatsApp qu'on utilise entre nous. Et c'est vrai que certains, on le voit sur les réponses, n'ont pas des réponses adéquates parce qu'ils ont ce biais, ils ne cultivent pas la transversalité du métier. Nous, on essaye vraiment, alors on a des obligations de formation en permanence qui ne sont pas que comptables, des obligations juridiques, des obligations financières, des obligations de formation sur l'immobilier. Voilà, c'est formation. Et après, chacun va avec sa curiosité chercher des informations complémentaires. Alors, on va parler maintenant des fonds, justement, puisque tu disais chacun va avec sa formation chercher des objets complémentaires. Je me demande un petit peu, alors toi, tu as eu du mal au départ avec certains produits? Est-ce que tu avais déjà un petit peu, toi aussi, quand même, une appétence ou des connaissances pour un produit plus que l'autre? Je déteste les produits financiers. Ouais, t'es mal barré, là. Je déteste les produits financiers, mais c'est quelque part... T'es au courant que t'en vois, quand même. Ouais, un petit peu, malheureusement. Par contre, du coup... alors contrairement à d'autres qui ont la connaissance, qui ont la facilité, ça m'oblige, le fait de ne pas aimer ça, de ne pas être à l'aise, ça m'oblige à me mettre à la page en permanence, à me reformer en permanence, à m'intéresser en permanence. Je me force à le faire, ce qui me permet, a priori, de récupérer plus d'informations que les autres. Parce que c'est vrai que souvent, quand on se repose sur ses lauriers, on a tendance à ramollir un petit peu. Donc le fait de ne pas aimer ça... peut-être me permet d'avoir cette obligation de surveillance un petit peu plus accrue que sur les autres. Alors, tu fais quoi comme fonds? Qu'est-ce que tu as un peu dans ton panier? Au niveau des clients, alors on a toujours cette problématique. On n'est pas société de gestion et on n'a jamais fait signer de mandat de gestion aux clients. On leur faisait signer des propositions d'arbitrage. Donc, on les accompagnait en fait sur la gestion de leur contrat, mais on ne faisait pas la gestion aveugle pour eux.
Et on a été confronté à un moment donné à la problématique du respect des allocations d'actifs imposées par l'AMF, où tous les clients qui sont catégorie 3 doivent avoir la même allocation au sein du cabinet. Tous ceux qui sont catégorie 6 en termes de risque doivent avoir la même alloc, etc. Et comme les clients rentraient au fur et à mesure, que certains voulaient avoir tel produit particulier, etc., on ne pouvait plus en fait être en adéquation avec la réglementation AMF. Et le fait de proposer des mandats d'arbitrage, certains clients les refusaient. Donc on se retrouvait avec des portefeuilles qui étaient complètement différents pour les clients, malgré le fait qu'ils aient les mêmes notes de risque. Donc il fallait qu'on fasse signer des papiers de reconnaissance, d'informations éclairées, patati patata. Très compliqué, hyper chronophage. Donc on a dit stop. Alors ça, c'était effectivement une révolution que moi j'ai apportée au cabinet. C'est de transformer tous les fonds actions qu'on avait en un seul OPCVM, qui porte le nom de la société, qui est géré par Dauphine Asset Management. Où on a missionné un gérant, et à ce moment-là, dans les portefeuilles des clients, tous ceux qui sont catégorie 5, ils ont 50% du fonds Valorea et 50% d'autres choses. Alors soit du fonds euro, soit des produits structurés, soit un peu des deux. Et on va diversifier effectivement avec 2, 3, 4 lignes de produits structurés en permanence pour permettre aux clients d'avoir des dates d'entrée différentes, des cycles de marché différents, des dates de constatation différentes aussi. On a des produits en mensuel, en trimestriel, etc. Donc ça permet d'avoir des échelles de valeurs différentes et des momentum différents sur les contrats. Et après, tout le monde, au sein du fonds Valorea, tout le monde a la même allocation, donc on est 100% en adéquation avec l'AMF. Tu fais un peu d'IMO ? J'essaye. Tu fais quoi ? Immobilier ancien, on accompagne pas mal les clients sur la vente de leurs biens ou sur la recherche, mais c'est plus rare. Et là, du coup, tu fais jouer ton ancien réseau ? Éventuellement. Ok. Éventuellement, ou après, tout simplement, c'est comme tout le monde, les sites internet. Le système français est bien fait pour ça, on a des bonnes plateformes. Donc, quand c'est secteur 94, effectivement, je fais jouer l'ancien réseau. Sur Paris, je me débrouille. Après, on nous propose régulièrement des biens à la vente en province. On ne fait pas, parce que simplement pour des problèmes de logique économique, on ne va pas aller faire des visites, que ce soit à Poitiers ou ailleurs. Donc voilà, on incite les clients à aller voir des partenaires sur place. Je ne suis pas là pour prendre des mandats et dire aux agences locales. Tu fais du Pinel ? Je fais du Pinel. T'en as eu fait ? J'en ai fait, j'en fais toujours. C'est un produit qui pour moi reste formidable s'il est bien utilisé. Fortement décrié aussi, non ? C'était un peu la petite baguette magique et c'est ce qui un petit peu a mis les CGP dedans quand même, non ? Alors comme tous les dispositifs fiscaux liés à l'immobilier, mais concrètement, moi j'ai une position très affirmée là-dessus et je ne m'en cache pas, je le dis aux clients. En termes d'immobilier défiscalisant, on a le monument historique qui, in fine, est très bien s'il est extrêmement bien placé. Le Malraux, c'est pareil. Et quand j'entends bien placé, c'est pas en centre-ville d'Avignon, c'est quelque chose éventuellement face au château à Versailles. Oui. Donc, ce qui indique forcément des tickets d'entrée à 1 million d'euros, grosso modo. Mais j'ai jamais compris le fait d'acheter un appartement 20 000 euros, faire 180 000 euros de travaux. Pas du tout économique ou stratégique. Exactement, c'est un appartement qu'on a payé 200 000 balles et qui finalement, au bout de 15 ans, vaut 80 000 euros. Aucune plus-value quasiment. On n'a aucune plus-value, on est carrément moins value. On a perdu de l'argent. L'avantage fiscal a servi à payer le promoteur, c'est très bien, à payer aussi le CGP, parce qu'il faut savoir qu'on est quand même très bien payé sur ces produits-là. Donc, voilà, je n'ai pas de grosse conviction. Malraux, monument historique, à part si c'est vraiment très très bien placé et qu'on a un beau ticket d'entrée, je ne fais pas et je ne ferai jamais de Censi Bouvard. Je suis désolé pour ceux qui en commercialisent. Pareil, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de revente pour les clients. C'est des produits qui sont trop packagés, trop parfaits, trop faciles. Tu fais des FCPI ? Je ne fais pas de FCPI. J'ai eu beaucoup de propositions, j'en fais pas. Pourquoi ? On a suffisamment à faire. Ouais. Voilà. Alors, je ne ferme pas la porte. J'ai fait beaucoup de SCPI, notamment sur l'année blanche avec l'histoire du 150% du déficit foncier. On couplait des opérations déficit foncier avec des SCPI, ce qui permettait aux clients d'avoir un effet fiscal formidable et de générer du revenu net d'impôt assez facilement. FCPI, j'en ai pas fait et pourquoi pas. Voilà. Je fais pas d'autres liens non plus. J'ai l'impression que t'es un peu sur les basiques. Tu fais pas de crypto, j'imagine. Jamais. Oula. Jamais. Pourquoi ? Trop volatile ? Jamais. Tu sais que j'ai eu un de tes partenaires, non, c'est pas ce que je voulais dire, mais un de tes collègues, on va dire, un confrère qui n'arrête pas de dire que justement, si vous en faites pas, c'est que vous connaissez très mal les cryptos. Il a peut-être raison. Mais comme j'avais un prof à la fac qui me disait que l'immobilier, c'était merdique et qu'il n'en avait jamais fait et qu'il fallait jamais en faire et qu'il ne croyait qu'au financier,
Mais quelque part, l'immobilier a un petit peu fait ses preuves en France. Les cryptos, pour toi, pas encore. Il n'y a pas de Pourtant, barrière à tu es l'entrée. jeune, tu as le profil type Ouais, mais du CGP qui devrait un petit peu s'y intéresser. Alors, peut-être. Alors, je m'y intéresse de loin, je regarde ce qui se passe. C'est pas assez encadré. Alors, c'est bien ou c'est pas bien, peu importe, mais les gens ont besoin de sécurité par rapport à ça. Oui, mettez un peu de votre patrimoine en crypto pour l'instant, mais aller mettre des sommes pharaoniques en crypto, c'est quand même très risqué. Bon, les marchés crypto me donnent raison là sur la dernière année. Hein, oui, mais les cryptos, cryptos ont été il faut massacrés. les voir sur du long terme. Puis c'est le moment d'acheter, là. Ouais, après, on peut faire des choses très intéressantes sur les marchés financiers classiques. Mm. On peut gagner beaucoup d'argent en bourse avec quelque chose qui est beaucoup plus réglementé, qui est beaucoup plus encadré, beaucoup plus sécurisé pour les épargnants. Rassurant, quoi. Rassurant, et puis voilà, on a très peu d'exemples dans le financier classique de sociétés qui disparaissent, de gens qui perdent des millions d'euros simplement parce que la société a disparu, parce que le jeton a disparu, parce que en fait ils ont été détournés, parce qu'il y a des pirates qui ont tout pris. Il y a quand même toujours ce risque. Donc, t'as pris le virage vert aussi des fonds ESG ? Oui, c'était une vraie conviction. Après, j'ai d'autres convictions sur le vert qui ne sont pas forcément celles de l'État français. Mais oui, pour moi, il y a un vrai sujet. Je pars du principe que alors je respecte mes clients, j'essaye de respecter la planète. Gagner de l'argent, c'est bien, mais quand c'est au détriment des autres ou d'autres choses, c'est un petit peu moins bien. Et je préfère dire à mes clients, voilà, on va faire proprement 3, 4, 5, 6% de perf sur une durée très longue, plutôt que d'aller chercher des choses un petit peu sales avec du 15% une année, moins 8 la suivante. Je pense que alors c'est plus calme, c'est plus gentil, c'est moins volatile. Donc ça rassure les clients, ça va souvent dans leur sens. Et puis en plus, il y a cet esprit respect de l'environnement qui est quand même de plus en plus prégnant aujourd'hui. Mais les clients, à t'entendre, ne te demandent pas ça. Moi, j'avais plutôt l'impression, même avec tes confrères, que les clients étaient très demandeurs de ça, justement, très friands. Pas forcément. Pas chez toi. Quand on leur présente correctement, ils en ont très envie. Si on n'en parle pas, ils n'en parlent pas plus que ça. D'accord. Enfin, pas chez moi en tout cas. Je ne sais pas si c'est lié à l'âge ou si c'est lié aux professions, j'en sais rien. Ouais. Mais est-ce que ta clientèle est plutôt une clientèle proche ? Est-ce que tu as le sentiment que la proximité, c'est important ? Ou est-ce que tu as le sentiment que, non, je sais pas, tu as peut-être des clients qui habitent dans le sud ou dans le nord ? Alors, on a des clients un peu partout en France. Alors, déjà parce qu'effectivement, pendant le Covid, il y en a plein qui sont partis. Ils étaient en Île-de-France, ils sont partis en province. Et comme 100% de notre communication de notre captation de clientèle se fait par la recommandation, et ben, le beau-frère ou la belle-sœur, il n'habite pas forcément à côté. Okay. Donc, on a pas mal de travail à distance. Le Covid nous a permis, avec tous les outils visio, de développer cette partie-là et de permettre de donner aux clients effectivement une qualité de service même à distance. Après, perso, je déteste la visio. Je préfère dire aux clients, écoutez, on met ça dans un mois, mais on se voit. J'aime bien le physique, j'aime bien le présentiel. On sent la personne. Le visio, c'est toujours très compliqué. Et puis faire une visio à plusieurs, c'est toujours... on est 3-4 sur l'écran, c'est divisé, on se voit pas, on se parle pas. Il y en a toujours un qui regarde à droite, à gauche. Du coup, ça peut rendre défiant, quoi. On n'est pas très à l'aise pour parler de son patrimoine. En plus, c'est quand même quelque chose de touchy, hein. Exactement. Et puis, moi, je suis pas fan du visio, donc j'ai un petit peu... Puis toi, t'es un homme de terrain, de toute façon, un agent immobilier, ça bougeait, quoi. Et puis homme de terrain et homme de contact. Moi, j'aime le contact avec les clients. Et voilà, faire du visio, c'est bien. C'est pratique pour les signatures notaires, comme ça, il n'y a pas de procuration à faire. Mais sinon, je suis vieux dans un corps plus jeune. J'essaie de penser comme les anciens. Alors, peut-être que les clients influent sur moi, mais... ouais, j'ai un fonctionnement à l'ancienne. Donc voilà, j'aime bien l'informatique. Dans le rapport humain, tu veux dire ? Dans le rapport humain, dans le travail. Je travaille beaucoup sur papier, les dossiers papier. Alors on est obligé d'informatiser un petit peu tout. Dématérialisation, on le fait. T'as du mal. On le fait, mais j'aime travailler sur papier. J'aime mes stabilos, j'aime mes post-it. Alors, oui, mais on n'est pas écolo, mais on recycle les papiers, on s'en sert de brouillon après. Mais bon. Donc ouais, c'est vraiment fonctionnement à l'ancienne. C'est vrai que Arnaud m'a transmis ça aussi. Et les clients aiment bien. Les clients aiment bien qu'on sorte des gros dossiers devant eux, qu'on leur montre les papiers, c'est ce qu'on a signé. Ça les rassure, tu crois ? Pour moi, ça les rassure. Ouais. Alors, c'est très pratique d'avoir des accès dématérialisés où ils ont accès à leurs dossiers, ils ont accès à leurs données, etc. Ils trouvent ça un petit peu ludique et assez pratique. En tout cas, pour tous les clients qui ont aujourd'hui moins de 50 ans, on va dire. Tous les autres,
Le dématérialisé, ils s'en fichent complètement. Ils ont déjà 40 000 codes d'accès pour les banques, pour les assurances, pour ci, pour ça. Ouais, t'as l'impression qu'en fin de compte, c'est un stress supplémentaire. Exactement. Alors, au-delà du stress, c'est qu'en fait, on leur donne les accès et ils y vont jamais. Ils sont complètement désintéressés. Les clients, quand ils font confiance. Donc, il n'y a pas ce sujet-là. Voilà, ils aiment bien le travail à l'ancienne. J'aime bien le travail à l'ancienne. Bon, bah, pourquoi changer, hein. Mais alors là, justement, je vais rebondir, puisque je me dis, les clients, ils regardent pas ce que tu leur donnes, mais est-ce que tu as créé quand même des supports pour les clients ? Comment tu communiques avec eux, justement bon, on le sait, hein, tu n'as pas une obligation de résultat, mais tu as quand même une obligation de moyens. Est-ce que tu leur fais quoi, un petit feedback hebdo, mensuel ? C'est quoi ton rythme ? Ça va dépendre du client, ça va dépendre de ce qu'il a fait. Il y a des clients qui sont très autonomes, d'autres qui sont très demandeurs. On a des clients qui nous appellent toutes les semaines et d'autres qui nous appellent tous les 3 ans. Donc, évidemment, on ne peut pas les traiter de la même manière. Ceux qui sont très demandeurs, on les abonde, il n'y a aucun problème. On est toujours là pour répondre aux questions. On est toujours là pour répondre aux interrogations, au stress des clients. Un client qui n'a pas de réponse, c'est un client qui a peur. Comme tout client, moi je suis client à droite, à gauche pour plein de choses. Quand on ne me répond pas, ça m'énerve. Quand j'ai pas les informations, ça m'énerve, voire ça m'inquiète. Je me dis tout de suite, oui, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il me répond pas, est-ce qu'on a quelque chose à me cacher, etc. Donc, on est toujours là pour répondre, et après, on fait des points, alors annuels, c'est clair. Déjà pour les impôts, on fait les impôts de presque tous nos clients. Impôts qu'on facture, évidemment. Ça, c'est quelque chose, tu vois, que j'ai appris en faisant ces podcasts, c'est que pour moi, vraiment, mes impôts, c'était mon comptable, hein. Et en fait, on se dit, bah non, ou mon avocat, tu vois, mais on se dit que le CGP, il peut tout faire, en fait. Donc exactement. Ça, c'est aussi... c'est pas à négliger. Je me disais aussi, comment est-ce que en fait, tu lances ta société très peu de temps, en fait, avant le Covid, enfin en tout cas 3-4 ans avant. C'est double peine pour toi, non ? Tu lances une société, nouveau métier, nouveau job, nouvelle vie, de ce que j'ai entendu aussi, jeune papa, et bing, le Covid, et bing, cette année, la guerre en Ukraine. Du coup, on s'ennuie pas. Ouais, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Comment moralement t'as géré tout ça ? Parce que ça a été coup sur coup des nouvelles choses à... Ouais, c'est vrai qu'on T'as dû surfer, là. On a pas mal entendu que les crises qu'on a là depuis quelques années, c'est des crises qu'on ne voit qu'une fois dans une vie. En tout cas, c'est ce que disent les anciens. Et puis nous, on en a une par an. Donc, en fait, on s'est fait à l'idée qu'il y avait une crise par an. Il faut s'adapter. Oui, mais du coup, t'as eu sûrement affaire à un stress incroyable de la part des clients, non ? Oui, énormément. Voilà. Énormément. Comment tu as géré ce stress, même pour toi, pour pas trop l'absorber, pour tenir le cap ? Jeune entrepreneur, nouveau gérant, c'était un défi quand même. Ouais, après, j'ai envie de dire que la vie est un défi. Mais non, pas plus inquiet que ça, parce qu'il y a toujours des solutions même dans la tempête. Il faut savoir rebondir, il faut être résilient, il faut être patient pour les clients. Ils nous confient leur argent, c'est pas rien. Souvent, c'est toute une vie d'économie qui nous est confiée. Tu trouves du temps pour faire du sport, aller voir un psy, enfin je sais pas, mais non, psy, y a pas besoin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as des palliatifs un peu à ton stress. Ouais, ce que tu dis, je réponds à tout coup de fil. Moi, ça m'interpelle. Moi, je me dis, je reprends une boîte, j'essaye un petit peu de fixer des règles. Et toi, tu me dis, non, moi, je prends les clients dès que j'ai un appel, je les rassure, que ce soit une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois. Je me dis, putain, le mec, il doit être débordé quand même. Oui, mais en fait, on se rend compte que les clients n'abusent pas. C'est quand c'est toujours ce système de on appelle quelqu'un, il répond pas, on le rappelle jusqu'à ce qu'il réponde. Mais moi, comme je réponds tout de suite et que je fournis une réponse tout de suite, et en fait les clients ils insistent pas, ça dure très peu de temps, ils sont rassurés très rapidement. Après c'est toujours plus ou moins les mêmes qui sont très inquiets. La plupart des clients sont assez sereins. Donc on fait pas du précontentieux, mais on fait de la prévention avec ces clients-là en disant voilà, attention, il va se passer ci, il va se passer ça, qu'est-ce que tu veux faire ou qu'est-ce que vous voulez faire, ça dépend des clients. Donc non, ça se fait assez naturellement. Alors après oui, il y a une grosse charge de travail, mais quand c'est bien organisé, finalement, ça se passe bien. Donc moi, je suis d'un naturel... T'as pas une journée type, quoi. Non, il n'y a pas de journée type. Voilà. Et une semaine type, peut-être, quand même. Non, même pas. Non, alors j'essaye de faire du sport. Parfois, je suis rattrapé par les clients qui m'empêchent de faire du sport. Mais non, j'essaye de faire un petit peu de sport, de traiter le week-end avec les enfants, promenade, balade, profiter des enfants. De déconnecter un peu. Ouais, déconnecter un petit peu. Mais bon, après, voilà, aujourd'hui, c'est ma société, c'est mon bébé, c'est mes clients, c'est mes associés. C'est pas que c'est toute ma vie, mais aujourd'hui, je passe plus de temps au bureau qu'à la maison. Donc,
bon, quelque part, ça occupe une part très très importante de mon quotidien. Je pense qu'il y a beaucoup de CGP qui nous écoutent qui peuvent se reconnaître dans ton portrait, même si la genèse n'est pas la même, en tout cas dans ton, C'est possible. dans ton profil. Et d'autres, par contre, des clients, en tout cas des particuliers ou des entreprises qui peuvent aussi. Parce que moi, j'ai le sentiment quand même que choisir son CGP, c'est avant tout choisir un homme, en fait. Tout à fait. Puisque comme tu le disais tout à l'heure, c'est un engagement, hein, c'est se tenir la main pendant un bout de temps, c'est quand même te confier ma vie, en fait. Hein, clairement, c'est très important. Tu vois, moi, si je prends mon cas, ça serait te confier ce que mon père, lorsqu'il est décédé, m'a confié. Donc, c'est quelque chose de très, très intime, hein, de l'ordre du sentimental, presque. Clairement. Et donc, je me dis, choisir son CGP, c'est comme choisir son mec ou comme choisir un petit son peu. pote, quoi. J'ai eu un client il y a très peu de temps, une cliente en l'occurrence, qui m'a dit je cherche un grand frère protecteur qui va m'accompagner sur ma démarche patrimoniale. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut rechercher. Il y a beaucoup d'affect, clairement. Alors, il y en a plein qui s'en fichent complètement, qui réagissent comme des machines, qui ont informatisé leur cerveau et qui traitent les clients comme des informations. Je pense que l'affect est très important, en tout cas pour la création du patrimoine pour beaucoup de Français. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Après, voilà, chacun va midi à sa porte. Il y a des clients qui sont très contents d'avoir des machines et d'autres qui sont très contents d'avoir de l'affect. Voilà, ça dépend des caractères. Ça dépend du caractère. Il y a plein de CGP. On peut trouver chaussures à son pied très facilement. Alors, qu'est-ce qui se passe l'actu là, chez Valorea? C'est quoi? L'actu, c'est comment sortir de la perf pendant ces temps très obscurs. Ouais, dans un contexte complexe. Voilà, de remontée des taux, de récession, volatilité. De guerre, de volatilité, pardon. Voilà, c'est inflation, récession, les taux, il n'y a rien qui va. Donc, c'est comment sortir de la perf, rassurer les clients, sécuriser les portefeuilles, comment être différenciant, voilà, disruptif, comme ils disent. Essayer de ne pas faire comme les autres. On se rend compte que tous les gérants finalement font la même chose et ils arrivent tous à avoir la même performance, ce qui est assez étonnant. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire autre chose, travailler différemment pour obtenir des résultats qui sont meilleurs. C'est pas facile parce qu'on est très bloqué par la réglementation. On est très bloqué par les clients qui sont frileux aussi, parce que c'est vrai que des idées, moi j'en ai 1000 à la minute. Ouais, mais c'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas du tout en mode tiens, on va aller un peu s'amuser sur le marché. C'est une attitude qui est un petit peu humaine, quoi. Non, et en même temps, c'est peut-être le meilleur moyen pour trouver des opportunités d'investissement. Ouais, j'en suis convaincu. Donc voilà, moi, tous les clients qui m'ont dit il y a un an, ah mais non, on attend la crise, l'immobilier ça va baisser. Bon, le fait est qu'aujourd'hui, l'immobilier ne baisse pas, ou en tout cas, il ne baisse pas tant que ça. Non. Les gens restent solvables. Et puis les taux, par contre, eux, et les taux augmentent. ont bien augmenté. Donc, en fait, ceux qui ont attendu ont perdu 50, 100, 200 000 euros de pouvoir d'achat. Puis on a beaucoup moins de pouvoir d'achat qu'avant, en plus. Exactement. Donc, moi, ce que je leur dis, c'est est-ce que vous voulez attendre d'en perdre encore plus, quoi. Ouais. Voilà. Merci Adrien Fiat. Je rappelle que tu es gérant de la société Valorea, qui se trouve à Saint-Maur, dans le 94, dans le Val-de-Marne. Et que tu viens en fait de présenter un petit peu cette société avec aussi ta façon d'être et ta vision des choses. C'est un moment très sympa. Merci à toi. Et à vous tous, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Passion Patrimoine. Ciao, ciao.